Bonjour Boris Vallaud. Merci Bonjour à vous. beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député des Landes, porte-parole du Parti socialiste. 24 ordonnances présentées ce matin en Conseil des ministres issues de la loi sur l'état d'urgence sanitaire. Pourquoi le Parti socialiste s'est abstenu sur cette loi? Écoutez, nous avons une conviction, c'est que l'acquiescement démocratique participe de l'unité nationale. Nous avons besoin de prendre soin de la santé des Français, mais nous avons besoin de prendre soin de notre démocratie. Et qu'il n'y a pas de contradiction entre cet état d'urgence, cet état exceptionnel, et la nécessité d'une démocratie qui continue d'être exigeante dans le débat, dans le contrôle. Et c'était le sens de nos expressions au Sénat comme à l'Assemblée nationale le week-end dernier. Et là, sur la loi sur l'état d'urgence sanitaire, il y avait un problème sur certaines questions démocratiques pour vous? Il y avait deux choses. Il y avait d'abord l'équilibre à trouver entre d'un côté le maintien de l'ordre public et de la santé des Français, qui ne se discute pas, le besoin d'autorité pour cela du gouvernement, et en même temps parce que nous sommes dans un état de droit et qu'il faut faire la démonstration que la démocratie n'est pas le plus faible des régimes pour affronter ces situations exceptionnelles. Nous avions besoin que la continuité démocratique, les droits constitutionnels, les libertés publiques continuent d'être garantis, qu'il y ait une proportion entre les atteintes à cela et les nécessités qui sont commandées par les circonstances. Et nous avions besoin d'un contrôle approfondi, exigeant, continu par le Parlement. Vous savez, nous avons été instruits de ce qui s'est passé entre 2015 et 2017 avec l'état d'urgence en matière terroriste. Et nous voulions, à tout le moins, un contrôle du même ordre. On est en dessous. Et pourquoi, Et pourquoi puis, dites-vous que le par Parlement, ailleurs, avec cette loi, ne peut pas exercer sa mission de contrôle? bah, par exemple, vous avez évoqué les ordonnances qui sont prises ce matin. Eh bien, le gouvernement les a explicitement extraits du champ du contrôle parlementaire, qui a été réduit à la question des libertés publiques. Nous avions demandé à ce que le champ du contrôle parlementaire soit étendu. Donc voilà, maintenant nous attendons les textes que nous ne connaissons pas. Nous aurions souhaité à la fois un contrôle parlementaire et nous aurions aussi souhaité que le dialogue social puisse continuer de vivre. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé que toutes les dérogations aux lois sociales et au code du travail se fassent par accord collectif. Et là, à une exception près qui est celle des congés, eh bien cela nous a été refusé. Je le regrette parce que c'était une demande qui avait été formulée à l'unisson par l'ensemble des partenaires sociaux, organisations patronales comme syndicats salariés. Pourquoi ce refus, selon vous, de la part du gouvernement? Écoutez, il y a de la part du gouvernement le souci de l'efficacité, de la rapidité. On peut le comprendre. Mais nous avons fait la démonstration à la fin de la semaine dernière que nous étions capables d'être diligents, efficaces, exigeants dans le contrôle parlementaire et, j'allais dire, efficaces sur le plan de la lutte contre l'épidémie. Voilà cet équilibre à trouver. Je crois qu'il ne faut pas moins de démocratie, mais plus de démocratie dans ces situations exceptionnelles. On va revenir, hein, sur, la question sanitaire, sur la question économique, mais pour finir sur le Parlement, il y aura une commission d'enquête, au Sénat rassemblant tous les partis à l'issue de la crise. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête? Eh bien, la commission d'enquête, elle doit faire la lumière sur ce qu'aura été notre réaction à cette crise, à la fois du point de vue de la préparation et du point de vue de l'exécution. Et je crois qu'il faudra en tirer toutes les leçons utiles parce que cette crise, d'une certaine manière, promet de ne pas être la dernière dans le monde dans lequel nous sommes. Et puis, puisque l'on parle de l'après, je crois qu'il faudra se garder qu'on nous fasse le coup du discours de Toulon. Vous voyez, après la crise de 2008, il avait été promis par le président Sarkozy que tout allait changer, que demain ne serait pas comme hier. Et puis on a vu que tout recommençait comme avant. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se garder. En tout cas, nous, au Parti socialiste et avec d'autres forces politiques, nous serons de ce point de vue-là intraitables. Et c'est vrai qu'à certains égards, demain doit commencer aujourd'hui. On va revenir sur, sur l'après-crise, mais sur cette commission d'enquête, les sénateurs, hein, aussi bien les républicains que socialistes, l'ont annoncé, au Sénat. Est-ce que vous pensez que le même travail pourra avoir lieu à l'Assemblée? Écoutez, je l'espère. Souvenez-vous que la majorité, en 2015, au moment du déclenchement de l'état d'urgence, avait confié à la commission des lois les pouvoirs d'une commission d'enquête et avait été extrêmement exigeant du point de vue du contrôle. En 2016, d'ailleurs, ces pouvoirs avaient été accrus, puisqu'ils pouvaient interroger directement les préfectures sur les mesures individuelles. Je crois que c'est un travail de cet ordre-là qu'il faut faire pour se garantir que les libertés publiques, qui ne sont pas négociables,
parce que les libertés publiques, la démocratie, elles ne peuvent pas être mises en quarantaine, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ce contrôle puisse s'exercer de cette manière-là, je crois que c'est une exigence que toutes les familles politiques doivent pouvoir partager. Et vous pensez que les députés à majorité, République en marche l'accepteront, ce travail? Écoutez, je l'espère, en 2015, c'est les parlementaires de la majorité qui l'avaient imposé d'une certaine manière à leur gouvernement. Alors pour revenir sur, la loi sur l'état d'urgence sanitaire et sur ces ordonnances, hein, ça met en place plus de flexibilité sur le marché du travail avec, une durée pouvant aller jusqu'à 60 heures dans certains secteurs. Est-ce que vous dites que c'est nécessaire dans le contexte actuel? Écoutez, moi je n'ai pas vu le texte. Si c'est 60 heures, ça ne respecte pas les règles européennes et nous avions interrogé la ministre pour savoir dans quel cadre légal ça se ferait. Et elle nous a dit, oui, ce sera dans le respect des directives européennes. Les directives européennes, c'est 48 heures hebdomadaires, enfin par période de 7 jours. C'est pas 60. Si c'est 60, c'est pas sérieux. Et le gouvernement ne nous aura pas dit exactement quelles étaient ses intentions, ça ne serait pas acceptable. Donc 48 heures oui, mais 60 vous ne l'accepterez pas? Écoutez, non, moi je n'en connais pas ni la nécessité, et puis vous savez, ça ne peut pas être la porte ouverte à toutes les exceptions. Il faut se garder que dans des circonstances exceptionnelles, avec des lois d'exception, on rajoute à nouveau des exceptions. Et donc non, il faut être extrêmement vigilant, extrêmement rigoureux. Nous sommes un État de droit et nous devons aux Françaises et aux Français la protection de leur santé, hein, la protection sanitaire, mais aussi la protection sociale. Et ça, c'est très important de le dire. Et les Français, vous savez, ils sont prêts à des efforts. Regardez qui est au front aujourd'hui. Les caissières, les ouvriers, les artisans, les électriciens, les gaziers, tout cela, eh bien, on leur doit aussi une protection sanitaire. C'est-à-dire que ça ne peut pas être la porte ouverte à toutes les dérogations, à toutes les libéralisations que nous saurions évidemment admettre. Et vous craignez que ça le soit? Et est-ce que vous craignez que cette flexibilité, elle perdure au-delà de la crise sanitaire? Écoutez, c'est un vrai questionnement. Nous avons déposé un amendement qui était là aussi repoussé, qui disait, qui prévoyait la caducité de ces ordonnances, en disant elles ne peuvent pas excéder la durée de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques immédiates. Cet amendement a été repoussé. Le contrôle parlementaire, il va continuer de s'exercer. Il y aura des questions d'actualité, des questions au gouvernement qui vont durer. Il y a une mission d'information qui est lancée et je crois que chacun devra être exigeant dans la façon de la conduire. Il y a de nouveaux rendez-vous parlementaires, notamment s'agissant de la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Tout ça doit être autant de moments d'exigence démocratique. Sur la Et crise sanitaire. j'attends de voir quels sont les textes effectivement, parce que je n'ai lu pour l'instant qu'un article de presse, dont je ne peux pas tirer de conclusion définitive, mais je le dis, on ne peut pas faire n'importe quoi, y compris en période exceptionnelle comme celle que nous vivons. Sur la crise sanitaire, en elle-même, Boris Vallaud, les décès se multiplient notamment dans les EHPAD. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en limiter le nombre au maximum dans ces établissements? Vous avez raison de dire que c'est un sujet de préoccupation majeure, parce que évidemment, les personnes les plus âgées sont aussi les plus fragiles et les plus sujettes aux complications si elles devaient être contaminées. C'est-à-dire quoi? D'abord, le confinement strict le plus en amont possible. C'est le dépistage prioritaire des personnes fragiles et des personnels soignants. Et l'équipement sans délai des personnels dans ces établissements. C'est l'urgence absolue, l'urgence du moment. J'ai, moi, hier, dans les Landes, posé la question de ceux qui s'organisaient. C'est ceux qui s'organisent. Et je veux croire que c'est ceux qui s'organisent partout dans le département. Mais c'est un point de vigilance extrêmement fort, de même d'ailleurs que doit l'être la vigilance s'agissant des services d'aide et d'accompagnement à domicile qui s'occupent là aussi de personnes vulnérables, handicapées, dépendantes, qu'il faut évidemment au premier chef protéger. Vous êtes inquiet de ce qui peut se passer dans ces EHPAD? Est-ce que le gouvernement fait le nécessaire sur cette question? Écoutez, je suis inquiet, comme tout un chacun. Nous appelons le gouvernement à la mobilisation générale, les masques, les tests. C'est absolument, absolument impératif s'agissant des EHPAD. D'ailleurs, comme ça l'est pour toutes les fonctions essentielles de la nation. Les soignants, mais aussi les policiers et toutes celles et tous ceux qui n'ont pas d'autre choix pour tenir le pays debout, assurer la continuité d'un certain nombre de services que d'aller au travail. Mais ils ne peuvent pas y aller la peur au ventre, ils ne peuvent pas se contenter d'une prime qui serait le salaire de la peur. Sur le suivi, des personnes, l'Élysée lance une réflexion sur un suivi GPS des personnes infectées, comme ça s'est fait dans les pays, d'Asie du Sud-Est. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, là, je crois qu'il se pose des questions d'éthique, des questions de respect
de la vie privée. Il y a la loi de 1978 qui continue d'être en application. Donc moi, je n'en connais pas la nécessité, je n'en connais pas les conditions, mais là aussi, très grande vigilance, très grande vigilance. Est-ce vraiment nécessaire? Moi, je dirais plutôt au gouvernement, multiplier les tests. Voilà déjà plus de 10 jours que l'OMS a dit test, 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 que le président du conseil scientifique appelle à la massification des tests qui, en Chine comme en Corée du Sud, ont montré leur efficacité pour contenir l'épidémie. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas. Combien de tests l'Institut Pasteur produit? Quelle est la sensibilité, c'est-à-dire la fiabilité des tests qui sont produits? Y a-t-il des partenariats industriels qui ont été noués avec des industries qui sont capables de produire des tests de nouvelle génération? Nous avons besoin d'avoir des réponses à ces questions. Nous avons besoin que le gouvernement, comme il semble s'y engager, réquisitionne et parfois nationalise les activités essentielles en matière de gestion de la crise, les masques, les tests, les couvillons, etc., etc. On comprend bien votre position sur les tests, mais juste sur le suivi GPS, vous nous dites vigilance. C'est vigilance ou c'est veto de votre part? Écoutez, là aussi, j'en entends parler. Je dois dire que moi, à titre personnel, je n'y suis pas favorable. Voilà, je veux en connaître les conditions. Aujourd'hui, je le dis, il y a un risque sur du point de vue des libertés publiques, et tout ça doit être mis en balance avec ce qu'on en attend comme résultat dans la gestion de la crise. Il y a des questions juridiques, il y a des questions déontologiques, il y a des questions éthiques, et toutes ces questions-là, elles doivent être traitées avant que ce sujet soit envisagé. Sur la question du confinement, est-ce que pour vous, il faut un confinement plus sévère? Est-ce qu'il faut, par exemple, généraliser le couvre-feu? Est-ce que le confinement d'aujourd'hui est trop souple? Écoutez, ce que je crois, c'est qu'on attend du gouvernement trois choses: de la clarté, de la constance et de la promptitude. Quand je dis de la clarté, c'est parce que j'en suis le témoin des discussions que j'ai avec les Landaises et les Landais, c'est qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce que impose le gouvernement. Rester chez soi ou aller travailler. L'incompréhension, elle a été d'abord dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, avec des injonctions contradictoires. Sortir faire du sport, pas sortir faire du sport, on ne sait pas. Prolonger de 6 semaines, ne pas prolonger de 6 semaines, on ne sait pas. Donc on a besoin de cette clarté, on a besoin de constance, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les mesures sont prises les unes après les autres, et donc on a besoin de promptitude. C'est-à-dire que s'il faut, en effet, durcir le confinement et le prolonger, ça doit être tout de suite, et il ne faut pas tergiverser. Les Françaises et les Français, ils sont prêts, mais ils ont besoin que les choses soient dites avec netteté, et honnêtement, ce n'est pas toujours le sentiment que l'on peut avoir. Je ne sous-estime pas la difficulté, mais vous voyez, quand on nous dit par exemple sur l'usage du masque, on ne sait pas comment mettre les masques, voilà, on aimerait quand même qu'on parle aux Français comme à des adultes parfois. Voilà, c'est une phrase de la porte-parole du gouvernement. Sur le confinement, hein, vous parliez de ces 6 semaines, hein, c'est ce que préconise le comité scientifique. On comprend bien le délai sur le plan sanitaire. Est-ce que vous dites, attention, ça peut être un danger pour l'économie du pays, 6 semaines de confinement? Mais ça aura évidemment un impact économique majeur. C'est pour ça il y a nécessité de déterminer quels sont les secteurs essentiels, vitaux à la poursuite de la vie du pays, pour que le pays tienne debout, pour que les chaînes d'approvisionnement alimentaires, sanitaires ou de souveraineté demeurent. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires. Et on ne peut pas subordonner, j'allais dire, la question sanitaire à la question économique. Eh bien, il en coûtera ce qu'il en coûtera. Peu importe. Mais il faudra venir en secours de l'économie en mobilisant des moyens nationaux et européens absolument considérables et inédits. Et il ne faudra pas lésiner. Il ne faudra pas lésiner. C'est la raison pour laquelle, dès à présent, il faut être en soutien de l'économie française, et qu'il faudra demain, par un plan de relance qui devra être massif, à la fois soutenir notre économie et puis prendre le nécessaire virage que la crise, finalement, nous donne l'occasion de prendre enfin au sérieux. Et justement, ce plan de relance massif, c'est ce qu'a demandé Olivier Faure dans une lettre à Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, ça veut dire d'abord, s'agissant de la situation actuelle, qu'il ne suffit pas de décaler les échéances fiscales et sociales, qu'il va falloir, dans beaucoup de situations, les annuler purement et simplement. Ça veut dire qu'il faut aller sans doute au-delà, s'agissant de l'activité partielle, du taux de prise en charge qui est très important aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut aller plus loin. Il faut soutenir le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Et puis il va y falloir des investissements massifs, notamment dans la transition écologique. Nous avions, avant la crise, proposé
300 milliards d'investissements sur 30 ans pour atteindre l'objectif de la neutralité carbone en 2050. Une proposition de loi qui n'avait pas prospéré, que nous remettrons sur la table. Il faut se poser la question de la souveraineté dans un certain nombre de domaines. Je pense à la chaîne du médicament. On voit bien l'état de dépendance dans lequel nous sommes. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous allons devoir faire de la relocalisation. Voilà. Et finalement, je crois que ce qui nous a mis à genoux, notamment cette idée qui avait pu émerger dans la tête d'un certain nombre de nos dirigeants, de nos capitaines d'industrie, selon laquelle il peut y avoir une France sans usine, eh bien nous devons être à rebours de cela et en même temps prendre ce tournant écologique. Nous n'habiterons plus de la même manière, nous n'étudierons plus de la même manière, nous ne produirons plus de la même manière. Dernière question, Boris Vallaud, vous avez saisi le ministère des Affaires étrangères sur le rapatriement des Français bloqués à l'étranger, notamment des Landais. Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce qu'une solution va être trouvée? Oui, nous avons pu faire remonter un certain nombre de situations au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères s'en est saisi et, je l'espère, apporte dans les meilleurs délais les réponses à ceux de nos compatriotes qui sont bloqués à l'étranger et qui sont désireux de rentrer, évidemment, dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. Voilà, on essaie de répondre aux préoccupations au quotidien des Français. C'est ça notre rôle de parlementaire. On a beaucoup de remontées, de chefs d'entreprise, de parents. Je suis moi-même père de 2 enfants et je dois vous dire que la continuité scolaire est une chose importante. Je regrette, au moment où je vous parle, que le plan numérique dans l'éducation nationale, qui prévoyait la formation des enseignants, l'équipement des élèves, ait été interrompu. On en verrait l'utilité aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Boris Vallaud d'avoir Merci à été vous. avec nous. Merci.